c'est là et donc je suis neurochirurgien désormais que pédiatrique dans l'équipe du professeur Klein à Nancy. Et donc on change un peu, on passe de la fixation ato-occipitale à un discours beaucoup plus clinique. Donc ça concerne une recherche. Déjà merci d'avoir invité pour présenter ma recherche qui a déjà, quelqu'un aura déjà entendu parler lors des journées MAVEM, donc je m'excuse si je me répète. Donc, une recherche qui est née par la coopération avec nos confrères ORL, notamment le professeur Perrin, avec lesquels, durant des discussions, on s'est un peu rendu compte que la malformation des caries était un terrain un peu commun. Donc, on a décidé de mettre en place cette étude avec un recueil de patients sur les 3 ans, où on a été un peu embêté aussi par les Covid, juste les temps qu'on commence. Pour résumer un peu l'intérêt, ce qui nous a amené à faire cette recherche, c'est cette citation qu'après, je l'ai pris une au hasard parmi les papiers, les milliers de papiers qu'on disait Fédé sur les caries. Il y en a beaucoup de papiers qui disent que la clinique des malformations des caries de type 1 est assez protéiforme et assez variable. Et des fois, on a un peu des difficultés quand on entend les patients nous raconter des sortes de symptômes à faire une réelle relation avec les caries. Et parmi ces symptômes, c'est surtout tous les symptômes qui classiquement sont regroupés dans la compression du tronc cérébral ou voire distorsion des paires crâniennes. Et donc, il y en a certains qui nous reprochent encore à la sphère ORL, comme les nystagmus, la perte des auditions, les acouphènes, les vertiges et encore l'ataxie ou la perte de l'équilibre. Et là, récemment, quand même, dans la littérature, on a quelqu'un qui a résumé un peu tous ces symptômes en les classifiant comme symptômes atypiques de la malformation des caries. Donc, suite à cette discussion, j'ai un peu discuté, j'ai un peu vu dans la littérature, mais je me suis aperçu qu'effectivement, les ORL études sur les caries depuis les années 60-70, et donc, ce sont toujours les symptômes que je vous ai évoqués les plus communs. Les recherches sont visées surtout à chercher de comprendre, surtout, est-ce que c'est une problématique de type central ou de type périphérique. Et encore, alors, les symptômes qui ont été les plus étudiés, c'est les nystagmus. En fait, on retrouve que c'est le dambit nystagmus qui est le plus classique dans la malformation des caries, et avec des confirmations du fait que c'est au niveau du lobe floculonodulaire qu'il y a certains réflexes, comme les suppressions de la fixation, ou le réflexe optokinétique. Et donc, il commence à souligner l'importance aussi d'une prise en charge commune, donc de la nécessité éventuellement d'une évaluation ORL un peu plus importante chez les patients avec la malformation des caries. Et ça sort aussi dans des papiers bien plus récents, de 2015. Voilà, donc nous on a décidé de se concentrer sur les contrôles posturaux, donc sur les troubles de l'équilibre, un des 4 symptômes qui est évoqué dans la littérature. Donc le maintien du contrôle postural est géré grâce à l'intégration d'informations neurosensorielles qui sont les informations proprioceptives, visuelles et vestibulaires. Et donc, encore une fois, on peut poser la question, est-ce que si vraiment on trouve des troubles de l'équilibre qui sont liés à une malformation des caries, c'est quoi l'origine? Est-ce que c'est un problème central, donc des noyaux de paires crâniennes, noyaux vestibulaires? Est-ce que c'est une question d'altération vestibulaire mais périphérique, donc des paires crâniennes, ou c'est par exemple une ataxie cérébelleuse? Après, si on voit sur les plans anatomiques,
toutes cette afférence sensorielle dont on en parlait, il transite quand même par la fosse postérieure et il s'arrête dans les noyaux vestibulaires en produisant des fibres qui réverbèrent à l'intérieur du cervelet. Donc, c'est pas impossible de penser qu'il y a quand même une relation entre la malformation des caries et les troubles de l'équilibre. Donc, alors, nous, on a la fortune d'avoir cette machine qui est la posturographie dynamique de type Equitest et qui est une machine, vous voyez un peu sur les dessins à gauche, c'est une plateforme délicate dans le sens que c'est bien la plateforme qui enregistre l'oscillation du corps par rapport au centre d'équilibre. Et entouré d'une cabine, cette cabine est mobile, il y a des petits dessins, vous voyez pas. En fait, on regarde sur la droite, la machine offre aux patients ces conditions sensorielles. Donc, la première, c'est celle de base, où on a toutes les afférences sensorielles, visuelles, vestibulaires et somatesthésiques qui sont conservées. Après, dans les tâches suivantes, la machine soit annule, bon là, c'est pas la machine, c'est nous qui on couvre les yeux des patients, on demande aux patients de fermer les yeux, ou soit elle piège les autres afférences sensorielles, comme par exemple là, c'est la vision qui est piégée parce que la cabine bouge, donc notre cerveau a l'impression qu'on tombe vers. Et là, par exemple, c'est l'afférence somatosensorielle qui est piégée parce que la cabine, c'est la plateforme qui bouge. Et donc là aussi, ça provoque une déstabilisation. Et donc la plateforme elle-même enregistre toute cette oscillation du patient. Jusqu'à arriver à les deux dernières conditions plus difficiles où il y a les deux organes visuels et somesthésiques qui sont piégés ou abolis, et donc il y a l'étude plus sensible sur les vestibules. Donc là, j'ai fait brièvement, en fait, la machine élabore une série d'algorithmes qui en fait, là, c'est un exemple des schémas qu'elle produit avec ce qu'on appelle les composite equilibrium score, qui est donné de tout un calcul. Et donc, dans notre étude, on a décidé d'utiliser cette machine chez les enfants avec une malformation des caries, en appliquant, on va dire, un schéma d'étude soit transversal que longitudinal. Donc, les deux paramètres, il y a deux groupes qui sont comparés. Donc, les patients qui sont opérés pour caries, qui sont opérés parce que nous, on les décide sur la base de nos paramètres, de nos bilans, de l'IRM, la polysomnographie, etc., tout ce qu'on a l'habitude de faire, et les patients qui, par contre, on décide de surveiller, en rejoignant effectivement, nous aussi dans notre série, les faits qui sont beaucoup plus dans la population pédiatrique que les patients qui n'opèrent pas. Donc, les critères d'inclusion, c'est population pédiatrique avec un carie confirmé à l'imagerie. On ne peut pas inclure des patients qui n'ont pas une coopération suffisante à l'examen, comme par exemple dans le cas de quelques déficits cognitifs, ou par exemple des patients déficients visuels, parce que ce n'est pas possible, ou quand, bien sûr, il n'y a pas de consensus à l'étude de la part des parents. Donc, l'étude, c'est l'étude transversale. Concernant l'étude longitudinale, ça s'est fait sur le groupe 2, donc avec une analyse pré- et post-opératoire. Et ça, c'est important. La dernière chose qui s'est affichée, les résultats de la posturographie et l'évaluation ORL d'aucune façon changeront la prise en charge chirurgicale du patient pendant l'étude. Donc, alors, sur environ 46 malformations des caries de type 1, donc pas sur des craniosténoses et pas ces caries secondaires dues à d'autres situations intracrâniennes. On a des données qui sont disponibles pour 28 patients, dont 18 opérés et 10 non opérés, parce qu'il y en avait 2 qui étaient plus petits que 6 ans, un qui était aveugle, 2 avec une déficience cognitive. Et après, il y a aussi certains patients qui sont un peu perdus parce qu'il n'a pas envie. Dans la population pédiatrique, c'est un peu plus délicat. L'enfant, il est enrhumé, il est malade, donc il faut reporter Et voilà. Donc, les résultats, quand on fait la comparaison
transversale entre les patients qui on n'opère pas, à dire la vérité, on n'a pas de grosses différences entre les deux patients. Donc, est-ce que cet examen nous aide à faire la distinction sur les patients qu'on doit opérer et pas opérer? Je dis ça, parce que je vais très rapidement. Le rationnel, c'est de dire qu'on est tous d'accord sur des caries asymptomatiques avec une imagerie qui est assez rassurante. On laissait les tonsilles rondes, et je ne me répète pas sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et un carie avec syringomyélie, les tonsilles pointus et le syndrome d'apnée du sommeil. Bien sûr, là, c'est les extrêmes. Il y a toute une série, je pense que vous serez d'accord avec moi dans la pratique quotidienne, des situations où il y a une série de symptômes où on n'a pas trop l'impression de pouvoir faire les liens des caries. C'est donc l'idée est née un peu de est-ce que ça peut nous aider pour sélectionner les patients. Après, bon, on est resté sur l'analyse descriptive, et ce qui était intéressant sont les différences, par contre, avant et après chirurgie. Donc, on a des améliorations significatives sur les scores globaux chez les patients opérés avant et après l'intervention. Et on s'est rendu compte que quand même, la variable qui s'améliore le plus, c'est bien la variable vestibulaire. Donc, là, j'ai fait un case report très rapidement. Donc, ça, c'est une petite fille que j'ai connue à l'âge de 6 ans, qui est, au moment donné, hospitalisée en pédiatrie. Parce que, bon, l'histoire commence par des céphalées, après elle commence à avoir des douleurs au membre inférieur, elle commence à avoir des troubles de la concentration, jusqu'à quand, en fait, la fille, elle ne marche plus, elle ne tient plus debout. Et c'est pour ça qu'elle passe à l'IRM d'hospitaliser en pédiatrie. C'est les pédiatres qui m'appellent pour alerter par, évidemment, cette image de ptose jusqu'à presque C4. Donc, effectivement, un gros syndrome d'instabilité, une polysomnographie avec un index à 104 par heure, centrale, bien évidemment. Toute une série d'autres symptômes comme le nystagmus, etc., que j'ai, et symptômes d'irritation pyramide, non, pas vraiment beaucoup. Surtout, elle ne marchait pas. Elle ne pouvait pas tenir debout. Donc, bon, ça, c'est les résultats. On l'a opéré, on a dû fixer parce que, bien évidemment, on a dû descendre en dessous des C2, au niveau des C2 pour la décompression. Et bon, rien peut-être pas flattante, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les résultats. La polysomnographie avec une résolution pas complète, mais quand même une nette amélioration de la respiration nocturne, ainsi qu'une patiente qui recommence à marcher et de façon presque parfaite, avec quelques troubles de l'équilibre qui persistent à l'examination fine, mais voilà. Donc, et ça pour expliquer, ça c'était son examen avant l'intervention chirurgicale. Bon, il ne faut pas être désespéré pour la polysomnographie pour voir que des presque tout rouge ou pas fait, parce que c'est impossible, c'était impossible pour elle de tenir debout sur la machine. Voilà, on passe en situation qui est faisable. Les composite scores, le score global n'est quand même pas normal pour son âge, mais quand même on a une nette amélioration de la situation. Voilà, pour aller vers la conclusion, j'ai retrouvé donc récemment quelqu'un qui a utilisé la même machine sur des patients avec caries, mais qui est adulte. Donc, et eux, ils ont fait un examen ORL très, très, très poussé et complet, justement, encore une fois, dans le but de chercher de comprendre donc cette problématique pouvait être liée plus à un problème central au périphérique. Eux, ils ont des conclusions qui sont plus vers l'hypothèse d'une compression centrale, tout en sachant que quand même, il n'y a pas d'évidence nette, même dans leurs conclusions. Et donc, pour conclure, les contrôles posturales semblent s'améliorer quand même après la chirurgie. Et si quelqu'un y pense, on a pensé aussi à un possible effet d'apprentissage envers la machine, mais il y a des études aussi qui ça passe toujours au moins 6 mois entre une évaluation et l'autre, et donc ce n'est pas possible cet effet d'apprentissage.
Et après, est-ce qu'il y a certains paramètres sur cette machine? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une différence entre un pré et post-op. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut arriver à comprendre de la machine qui peut nous aider, encore une fois, éventuellement, dans la prise en charge chirurgicale? Et voilà. Après, pour stresser encore un peu, c'est vrai que je trouve optimal et c'est parfois nécessaire cette coopération avec les ORL parce que parfois ça m'aide à découvrir un peu plus de détails, pas forcément qui me disent vrai ou pas, c'est moi qui décide, mais c'est très intéressant après l'élaboration des données. Et voilà,